Bonsoir à vous toutes et vous tous. Merci d'être venus ici ce soir. En effet, le thème que nous avons arrêté n'a pas directement à voir avec la laïcité, dont je m'occupe en tant que président de l'Observatoire et qui m'amènera demain à travailler avec le lycée, avec les élèves, avec les enseignants, avec l'équipe de direction. Mais nous avons choisi ensemble forces et faiblesses de la France dans le monde actuel. Pourquoi j'ai proposé cette idée? Parce que tout au long de ma vie administrative et politique, je me suis interrogé sur ce qui pouvait être structurant pour l'avenir. Je ne sais plus qui a dit on doit ou on devrait penser en homme d'action et agir en homme de pensée. C'est dans ces expériences intellectuelles, politiques, que j'ai construit une réflexion et que j'ai poursuivi tout le temps. Vous évoquiez ce beau département des Alpes de Haute-Provence, dont j'ai été l'élu pendant plus de 15 ans et auquel je suis très attaché, où j'ai toujours une maison et beaucoup d'amis. Et comme maire de Digne-les-Bains, comme président du département, on disait conseil général, c'était pas encore conseil départemental, je passais mon temps à parcourir ce département pour les manifestations auxquelles un élu se doit d'assister, les fêtes de village, les associations de toutes sortes, les inaugurations. Et j'étais très frappé, et puis j'allais au moins une fois par semaine voir une association, un service public, une entreprise. Et j'étais très frappé de voir deux choses. Alors c'est un petit monde rural, ça n'est pas les grandes métropoles. De voir à quel point il y avait une forme de solidarité immédiate, à quel point l'inauguration d'un pont ou d'une place dans le village rassemblait des centaines de gens venus du village et des villages à côté. Ça peut paraître de l'extérieur un peu ridicule et rituel, tous les élus les uns à côté des autres, avec des écharpes, souriant, avec des ciseaux, mais je me suis rendu compte que c'était extraordinairement important pour les gens, parce que là, ils voyaient concrètement à quoi servait l'action publique et l'action politique, ce qu'on voit moins bien dans l'action au niveau national, et c'était une grande satisfaction pour un élu. Et donc j'ai mesuré cette force de solidarité rurale qui est extrêmement grande dans le pays et qui me fait penser, mais là je sors un peu de mon sujet, mais je voulais ouvrir cette réflexion avec vous sur le millefeuille territorial. On pourra en discuter si certains d'entre vous souhaitent s'exprimer ou m'interroger là-dessus. Je ne suis pas convaincu que des mesures radicales du genre on supprime les départements ou on supprime certaines intercommunalités soient de bonnes solutions. Mais ce que je sais, c'est qu'avec des métropoles de plus en plus puissantes, et c'est un progrès, avec des communautés d'agglomération, il y a un espace qui reste presque vide de point d'appui, que la région, surtout les grandes régions, ne peut pas forcément traiter, qui est précisément cet espace rural. Et moi j'ai été intéressé par des propos politiques qui ont été tenus par des responsables politiques de différents bords, en se disant, est-ce qu'on ne pourrait pas garder dans une vingtaine de cas le département? Alors ça se heurte peut-être à la Constitution, ça se heurte au sacro-saint principe jacobin qui est encore très présent dans nos têtes, mais je vois que l'évolution va dans ce sens-là, que des initiatives peuvent être prises, qu'un droit à l'expérimentation est de plus en plus reconnu, que d'ailleurs le département du Rhône, avec la ville de Lyon, a choisi une fusion qui était originale, audacieuse et qui s'est bien passée. Donc je voulais vous livrer cette réflexion parce que pour moi cette histoire est une force. En même temps que l'on a ce qu'on a dans certains quartiers des villes, et pas forcément les quartiers les plus favorisés, aussi une forme de solidarité et de culture commune, qu'on ne voit pas de l'extérieur. On voit ce qui va mal, on voit le chômage, on voit la délinquance, on voit les tensions, on voit les conflits. Et pour prendre l'exemple du monde rural, j'ai été très frappé de voir que, y compris encore chez les jeunes, et des jeunes qui, par nature, dans le monde actuel, bougent, vont faire leur vie, leur carrière, leur métier dans d'autres coins de France, à l'étranger, il y avait une connaissance historique du milieu dans lequel ils vivaient. Dans un monde où tout va très vite, où il n'y a plus rien de permanent, ces repères sont importants. Je me rappelle par exemple, nous discutions sur la prévention des crues dans une rivière qui s'appelle la Bléone, qui passe à Digne, qui est un affluent de la Durance, et qui est soumis, comme beaucoup
de rivières, de fleuves, de torrents de montagne à des crues terribles. Et il était question de refaire les digues, agrandir les digues, mettre des épis. J'ai fait le tour des habitants le long de la zone où des travaux devaient se faire, et ils savaient, pour beaucoup d'entre eux, l'histoire. Ils me disaient, mais vous savez, qu'en 1900 et quelques, il y avait l'ingénieur des ponts, machin, qui a fait tel truc à tel endroit. Donc ils avaient cette appropriation du lieu. Alors ça peut paraître un peu éloigné de notre sujet, force et faiblesse de la France, mais cette force qui n'est pas propre à la France, qui existe dans le milieu rural et dans certains milieux urbains, c'est une force. Connaître son histoire, être attaché à son histoire, la transmettre de génération en génération et porter une valeur de solidarité. Alors pour commencer vraiment mon propos, je vous propose de nous interroger, puisque le thème c'est force et faiblesse de la France dans le monde actuel, sur le point de savoir dans quel monde vivons-nous. Ce que je vais dire n'est pas original, cela a été dit et c'est sûrement partagé, mais c'est après beaucoup de réflexions, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, au fond, ce que je retiens moi, ce que je perçois moi, de ce monde dans lequel nous vivons. C'est d'abord évidemment un monde globalisé. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Sur le plan culturel, on a eu des mondes globalisés, même sur le plan économique, mais avec une révolution. Et je crois qu'on n'a pas toujours mesuré d'où venait cette révolution de la globalisation. Elle vient de deux inventions techniques, les porte-conteneurs et Internet. Et ça raccourcit les distances, même abolit les distances d'une certaine manière. Et ça a une conséquence économique dont l'Algérie, la France, tous les pays supportent les conséquences et doivent trouver à s'adapter. C'est qu'avant on disait importation, exportation. J'importe telle chose, j'exporte telle chose. Or aujourd'hui, la chaîne de valeur ajoutée est complètement fragmentée. Il y a un morceau qui est importé, puis qui est réexporté, puis un autre morceau qui est réimporté. Ce qui rend très difficile la localisation de la valeur ajoutée, ce qui rend très difficile aussi la question du pouvoir d'un État-nation face à une chaîne de valeur complètement fragmentée. Donc c'est à la fois la mesure de notre interdépendance économique et en même temps de la fragmentation et donc de la complexité des rapports de force qui se jouent autour du partage de la valeur ajoutée. Et puis, ça c'est le plus évident, la propagation quasi instantanée de l'information, mais aussi de l'émotion, mais aussi de la rumeur. Deuxième point, après un monde globalisé, un monde où les inégalités se creusent. Le sujet est discuté, discutable, mais je crois que, j'allais dire, il y a un consensus entre les économistes. Il n'y a jamais de consensus entre les économistes, sauf parfois, je suis un peu sévère pour expliquer après coup pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a quand même un consensus pour dire que la globalisation, je ne suis pas en train de faire un jugement ni politique ni moral, hein, je décris ce que moi je perçois du monde, a eu des effets formidablement positifs. Et notamment le fait que probablement plus d'1 milliard d'individus sont sortis de la misère et du sous-développement, notamment en Asie, et notamment en Chine, et dans beaucoup d'autres coins de la planète. Mais que le constat qu'on peut faire, c'est que, sauf très rares exceptions, à l'intérieur de chaque pays, développé, en voie de développement, sous-développé, comme à l'intérieur, entre les pays, les écarts ont toujours eu plutôt tendance à se creuser. Et cette aggravation des inégalités est une des questions majeures, je pense, pour l'action politique nationale, européenne et internationale, car si nous n'y prenons pas garde, nous avons dans tous nos pays, avec nos histoires différentes, nos réalités différentes, français, algériens par exemple, des gens qui sont déclassés, des gens qui n'ont pas d'espoir, des gens pour qui ça va mal alors qu'ils voient autour d'eux des gens pour qui ça va bien. Et c'est évidemment la racine d'un vote protestataire, d'un vote populiste, d'un vote nationaliste extrémiste dans beaucoup de pays, et c'est la racine possible de conflits sociaux et de conflits politiques graves. Troisième caractéristique, et là je suis plus dans la géopolitique, dans l'analyse diplomatique, devant les diplomates ici présents, on a parlé autrefois d'un monde unipolaire. Unipolaire, ça voulait dire les États-Unis et l'Occident, à la remorque des États-Unis. Puis on a parlé d'un monde bipolaire, au temps de la guerre froide, États-Unis, URSS. Puis on a parlé d'un monde multipolaire. Puis de temps en temps, on reparle d'un monde bipolaire, États-Unis, Chine.
Je crois qu'on peut dire que le monde est multipolaire dans la mesure où il y a, loin de là, aucun centre de puissance, ni même deux centres de puissance, quelle que soit la force et la puissance qui continuent à exister des États-Unis, qui se développent formidablement de la Chine. Mais surtout, ce qui me frappe plutôt que multipolaire, c'est que ce monde est traversé de lignes de fracture multiples, qui se renouvellent, qui changent, qui s'aggravent, comme des lignes de fracture qui peuvent déclencher des tremblements de terre humains, politiques, géologiques, qui bougent comme des failles sismiques, et qui étaient présentes, mais qu'on ne voyait pas forcément. Je prends un exemple, la rivalité Arabie Saoudite-Iran, qui prend depuis quelques années une dimension complètement différente, qui rejoint les problèmes sunnites-chiites. Cette ligne de fracture a toujours existé toujours, mais avec ces deux acteurs parmi d'autres dans la région, qui manifestement, en tout cas verbalement, dans leur politique d'influence, s'affrontent de plus en plus visiblement. Et puis, monde bipolaire, nombreuses failles, nombreuses fractures, il y a des acteurs nouveaux qui sont apparus dans la politique ou dans la géopolitique mondiale. Les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, et rejoint d'ailleurs parfois par des nouveaux entrants qu'on ne connaît pas toujours, comme Alibaba, le chinois, qui est en train d'être à peu près au même niveau. Ce sont des acteurs majeurs de la vie économique mondiale. Leur capitalisation boursière a quelque chose d'effrayant par rapport aux moyens des États moyens ou des grandes nations. Les services qu'ils offrent sont évidents, sinon ils ne se développeraient pas. Ils poussent à un modèle de civilisation extrêmement court-termiste et consumériste, qu'on a le droit de ne pas aimer, mais c'est comme ça. Mais surtout, ils font assez peu d'autorégulation dans les contenus, dans les méthodes. Ils ont spontanément assez peu d'appétence pour le respect des données personnelles, puisque leur commerce principal, c'est la vente de données personnelles. Et c'est là où mesure le drame, je pèse mon mot, le drame que représente l'absence de régulation économique mondiale. C'est pas demain la veille qu'on aura un gouvernement mondial, mais il faudrait que sur ce genre de sujet, on ait une vraie force. Or, l'ONU est très faible, les institutions spécialisées aussi, donc les États, ici ou là, essayent, chacun comme il peut, l'Europe en particulier, mais d'autres aussi. Mais on voit bien qu'au nom de la liberté, du libéralisme économique, c'est le libéralisme et c'est la liberté qui crée la richesse, disent-ils, au nom des libertés individuelles. C'est une relation entre l'usager, le consommateur et un outil, et que les États ne s'en mêlent pas. On a beaucoup de mal à réguler les contenus, les productions, et on a forcément des conséquences de transformation accélérée de l'économie traditionnelle, qu'elle soit de production, de consommation ou de service. C'est la vie. Mais encore faut-il comprendre, anticiper, prévoir et s'adapter à ces modifications. Il y a bien sûr les grandes firmes multinationales traditionnelles, et puis il y a un nouvel acteur, pas tout à fait nouveau, mais nouveau par la force qu'il représente, que j'appellerais l'opinion publique, nationale ou internationale. Nationale, c'est très frappant dans un certain nombre de pays d'Occident et européens. Une guerre est grave, une famine est grave, une crise est grave si on la voit à la télé. On intervient, des soldats meurent. Si trop de soldats meurent, on n'intervient plus. Et ça, c'est le poids de l'image, de l'opinion, qui fait qu'à la fois on se sent citoyen du monde, on partage des joies, des émotions, des tristesses, des peines, mais en même temps on est soumis à un flux constant d'images qui accélère notre perception du temps et accélère l'obligation d'aller vite qui est impartie maintenant aux dirigeants. Et puis je mettrai comme un facteur majeur également l'expansionnisme chinois, qui ne date pas d'hier, qui se caractérise par une politique mondiale de sécurisation de ses matières premières, qui se caractérise aussi depuis quelque temps par l'achat d'entreprises stratégiques dans le monde développé, qui se caractérise, on en parle tous les jours, et c'est intéressant pour les historiens et pour les spécialistes, des nouvelles routes de la soie, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Et c'est un facteur qui, c'est pas un reproche que je fais, c'est un constat. C'est la puissance affirmée, un développement économique qui a été jusqu'ici extraordinaire, avec d'ailleurs là aussi des problèmes d'inégalité, des problèmes de pollution, je dirais, comme à peu près partout. Mais ce qui est nouveau, c'est pas seulement que la Chine est un acteur fort quantitativement, politiquement, avec une vision du long terme, c'est que c'est un acteur fort
qui, comme autrefois peut-être, j'ose pas appeler le mot colonialisme, ça n'a pas les formes brutales et violentes du colonialisme, en tout cas rarement, mais qui s'étend partout, comme une force de vie à l'échelle de la planète. C'est aussi un monde, alors c'est une évidence, dont l'avenir est menacé, réchauffement climatique, bien entendu. Je crois que depuis 30, 20, 10, 5 ans, on en prend beaucoup plus conscience, et notamment les citoyens du monde, et partout dans le monde. Les Chinois, pour parler d'eux, ont identifié très tôt ce problème de pollution qui est effrayant dans les villes chinoises, par exemple, comme Pékin et Shanghai. Ils ont très tôt lancé sur la voiture électrique, plus vite, par exemple, que les pays européens, pour des raisons d'intérêt général chinois et pour des raisons, évidemment, d'intérêt économique dans leur politique d'expansion. Et puis, dernière caractéristique, nous sommes dans un monde qui me semble en perte d'idéologie. L'idéologie peut être la meilleure ou la pire des choses. La pire des choses quand elle est dogmatique et qu'elle prétend imposer non seulement une vision du monde, mais des comportements aux autres. Mais c'est aussi quelque chose qui dit quel sens a le monde pour nous, où serait-il souhaitable d'aller. Donc, avec des nuances grandes, suivant la réalité des situations, les problèmes d'urgence sont souvent simplement des problèmes de misère et de survie. Mais cette perte de récit, de où on voudrait aller, qu'est-ce que ce serait qu'un monde juste, qu'est-ce que ce serait qu'un monde meilleur, ce qui a comme conséquence, évidemment, un retour dans l'ensemble du religieux. Alors j'ai voulu décrire ce monde pour vous dire comment je voyais la place de mon pays, la France. Et comme j'ai plutôt tendance à combattre, y compris dans un autre débat sur la laïcité, ce qu'on appelle le camp des déclinistes, c'est-à-dire des intellectuels, parfois des politiques, mais là je vise explicitement les intellectuels, avec des différences énormes de qualité, qui en gros disent « ça va mal », « c'était mieux avant », « ça va aller de plus en plus mal », et pour ceux qui le disent plus clairement, on va vers le grand remplacement. On va supprimer des croix, on va mettre des minarets. C'est la même logique de pensée, qui existe, encore une fois, sous des formes diverses, chez des gens aussi différents. Et dans le livre que j'ai écrit, La France est-elle laïque, je donne des citations, ce n'est pas des propos en l'air, et ça peut choquer, mais j'assume. Onfray, Finkielkraut, Zemmour, le plus caricatural et quelques autres. Donc, outre le danger qu'ils représentent pour une vision du vivre ensemble et de la laïcité, ils alimentent cette idée que tout va mal. Je ne dis pas que tout va bien, je le sais, comme citoyen, comme responsable politique, comme parcourant la France dans mes responsabilités diverses, y compris actuelles. Je sais très bien qu'il y a de la souffrance, je sais très bien qu'il y a une grave crise du chômage et d'espoir pour les jeunes, je sais très bien qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, de cohésion sociale. Je ne nie pas ces réalités-là, mais ne nous concentrons pas seulement sur ces difficultés si on veut avoir une image intellectuellement juste, j'espère, et politiquement fondée de notre pays. Donc je commencerai par les faiblesses parce que j'ai plus envie de vous parler des forces. Mais je ne pense pas que je vous ferai un exposé biaisé, vous direz ce que vous en pensez. La première faiblesse de la France, qui est moins forte peut-être dans le monde actuel, c'est tout simplement sa taille. Sa taille géographique, sa taille démographique, sa taille économique. On doit faire 3% du PIB mondial. C'est pas grand-chose. Cela dit, dans la vie, j'allais dire dans le règne animal, des petits malins et adaptés s'en sortent. Mais enfin, c'est qu'un tout petit pays, par sa dimension démographique et géographique, est seulement 3% du PIB mondial. Il y a des faiblesses qui sont beaucoup plus graves. Des faiblesses qui tiennent à la structure économique et sociale de notre pays, et qui sont des faiblesses anciennes, historiques, qui peut-être sont en train de se corriger, je l'espère. Alors quelques éléments qui sont bien connus. Nous avons une base industrielle relativement faible en France, nettement plus faible en tout cas que l'Allemagne. Et contrairement à ce que certains croyaient, c'est pas parce qu'on a un monde dématérialisé ou qu'on a une explosion des offres de services intelligentes, originales, qui répondent à des besoins nouveaux, qui créent parfois des besoins nouveaux, qu'on n'a plus besoin d'industrie.
L'industrie reste une base et un socle du développement économique et nous sommes en position de relative faiblesse par rapport à l'Allemagne et même par rapport à l'Angleterre qui est pourtant très désindustrialisée. Deuxième faiblesse, la faiblesse de nos petites et moyennes entreprises, qui est historique, et la faiblesse dans la croissance, c'est-à-dire la difficulté qu'elles peuvent rencontrer quand elles veulent changer de taille, malgré des créations utiles comme la banque pour l'investissement. Et puis, là aussi, le président Macron et le gouvernement s'y attaquent et ils ont évidemment raison. Et il faut réussir la formation professionnelle et l'apprentissage. La formation professionnelle, quand on regarde les sommes, est presque un gâchis. Quand on regarde le décalage entre les offres d'emploi non pourvues, je parle d'emplois décents, avec des conditions de travail décentes, avec des salaires décents, 200, 300, 350 000, et l'offre du côté de la force de travail, il y a quelque chose qui est inacceptable. On a aussi l'apprentissage, bien entendu, dont on dit beaucoup l'Allemagne. L'Allemagne, c'est globalement très bien. Ils ont aussi des difficultés avec l'apprentissage. Ne mythifions pas tout. Mais je crois que ça provient de la vieille vision centralisatrice de la France. Ça provient aussi de la vision aristocratique du travail, qui est partagée y compris par les milieux ouvriers et les classes populaires. Le travail intellectuel, c'est bien, le travail manuel, c'est mal et c'est salissant. Moi, j'ai découvert, par exemple, dans le centre de formation des apprentis de Digne, la stupéfaction des visiteurs qui venaient comme ça un jour, porte ouverte, en voyant que les jeunes qui se formaient à l'automobile, ils n'étaient pas forcément couverts de cambouis, mais ils avaient un ordinateur et une tablette pour s'occuper de la voiture. Et ça fait 40 ans qu'en France, on dit qu'il faut réhabiliter le travail manuel, qu'on dit ce qui est vrai, que vous avez, avec des diplômes de l'enseignement technique et professionnel, vous avez souvent beaucoup plus de chances de trouver un travail que vous avez une licence de psycho, de sociaux ou de lettres. Que c'est évidemment digne, que ça peut être passionnant, avec cet aspect de métier, de savoir faire quelque chose, que l'on touche des mains et du cœur. Mais on est très loin de compte. Quand j'étais président du département, je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas, parce que comme beaucoup d'autres élus, ma préoccupation principale c'était le chômage et l'emploi. Et j'ai discuté avec les chefs d'établissement, les parents d'élèves, les enseignants, notamment au niveau du collège, pour dire mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ce qu'on a fait, vous n'êtes pas les seuls, beaucoup d'autres l'ont fait en France, c'est qu'on a fait venir notamment des artisans dès la 6e pour expliquer leur métier. Et ça a été formidable. Y compris parfois pour des conditions de rémunération. Trouver un apprenti boucher à Digne, c'est forcément un travail passionnant, mais c'est très très bien payé. Le bâtiment et les travaux publics, à cause des pénuries, c'est bien payé, c'est maintenant dans la plupart des cas des conditions de travail correctes. Et les réticences venaient des parents, d'abord des parents, pas des enfants, quel que soit leur milieu professionnel, leur milieu social, et pour une part de certains professeurs d'enseignement général. C'était parfois eux qu'il fallait convaincre, et avec les parents. Donc, faiblesse structurelle, économique et sociale, des inégalités qui sont fortes, qui sont, sinon en croissance, du moins pas en réduction, qui sont moins fortes que dans d'autres pays européens, mais qui restent très très fortes. La taille, les faiblesses structurelles, économiques et sociales, et, ce qui est pour moi un très grand point faible, c'est pour ça que je parlais du déclinisme, le pessimisme des Français. Le pessimisme des Français, il est de bon ton de le véhiculer dans ce qu'on appelle, ce qui s'autoproclame les élites, que ce soit les élites journalistiques, médiatiques, politiques, intellectuelles. Alors parfois c'est drôle de faire une page sur la France qui va mieux ou la France qui gagne, une, mais c'est quand même beaucoup plus drôle de dire scandale de la formation professionnelle, nullité de ceci, ridicule de cela, gaspillage ici ou là, c'est beaucoup plus amusant et beaucoup plus classique. D'après des enquêtes qui ont été faites sur le plan international, les Français, dans certaines enquêtes, sont plus pessimistes que les Nigériens, les Palestiniens et les Afghans. C'est effrayant. Et c'est d'autant plus paradoxal que quand on interroge les gens sur eux-mêmes, alors même qu'il y a ces graves difficultés économiques et sociales, de chômage, de manque de perspective pour les jeunes, alors moi ça va pas mal. En famille, ça va très bien. On a du bonheur. Et même dans l'entreprise, alors qu'on parle parfois de la dureté des conditions de travail, alors qu'on parle du stress au travail, des suicides, une nette majorité de travailleurs français, quelle que soit la manière dont on pose la question, entre 65, 70, 75%, est heureuse au travail. Donc il y a du bonheur individuel et il y a un pessimisme collectif
effrayant, qui se double d'ailleurs parfois, c'est bien caractéristique de notre pays, d'un orgueil. On est à la fois très pessimiste et très cocorico, ce qui n'est pas forcément la meilleure combinaison pour être efficace. Et puis quatrième faiblesse, qui n'est pas propre qu'à la France, mais que dans ce pays qui est un pays des idées, des utopies, des révolutions, je ressens comme très grave l'absence d'un projet national. Encore une fois, c'est presque un problème mondial, enfin dans beaucoup de pays, qui soit clair, qui soit ambitieux, qui soit partagé. Je ne m'engage pas plus qu'il le faut dans la politique française, ayant une certaine forme de neutralité à respecter pour l'Observatoire de la laïcité, mais enfin, je ne fais pas abstraction de mes convictions politiques, de mon histoire et de ce à quoi je crois. Et je pense, et c'est un observateur qui dit là, c'est pas un militant, je crois que peut-être la présidence d'Emmanuel Macron peut donner les conditions que se fabrique ce projet national. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite pour mon pays. Les forces de la France. Je vous ai dit que j'en ferai un peu plus, mais je ne serai pas trop long. Curieusement, j'ai dit curieusement parce que beaucoup de gens ne le savent pas, curieusement parce qu'on ne pouvait peut-être pas s'y attendre, sauf avoir vraiment une vue prospective remarquable, la France est plutôt très bien placée dans le nouveau développement économique. Je m'explique. D'abord, la productivité. La productivité par heure de travail. D'après beaucoup d'enquêtes, y compris une enquête récente des Échos, ce qui va complètement contre les idées reçues, une heure de travail en France génère 52,40 € de PIB. Une heure de travail en Allemagne, 47,90. Alors, on peut discuter, mais c'est parmi les productivités les plus fortes au monde. Deuxième point, plus important encore, parce qu'il touche la nouvelle économie, les nouveaux développements économiques, la France est troisième au top 100 des entreprises en matière d'innovation. Il y a 10 entreprises citées sur 100 qui sont françaises. Et il y en a plus que des entreprises allemandes. Troisièmement, nous sommes très forts sur les start-up. Il y a une créativité, une intensité de jeunes de tout niveau de formation. Dans des domaines, alors, en plus, importants, l'image, même les jeux vidéo. Ubisoft est le 3e mondial, et c'est une entreprise française bretonne, d'origine. Et les jeunes créent des services nouveaux dans des tas de domaines avec un succès formidable, en particulier dans ce qui est l'image, dans ce qui est les services aux clients. Cette capacité de la France d'être bien placée dans le développement économique est reconnue. Là aussi, les Français ne le savent pas, ne veulent pas le dire, les journalistes ne le disent pas toujours, par des responsables de grandes entreprises mondiales. Je suis frappé de voir, je m'étais fait une petite collection, mais je ne vais pas vous l'infliger, de déclarations assez inattendues et très langeuses. Julian Chambers, par exemple, qui a été président de Cisco, a comparé le tissu des il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans à peu près, le tissu des startups françaises à la Silicon Valley. Et il a dit, je pense que la France, c'est l'avenir. Troisième atout, la qualité des services publics. Nous, Français, nous voyons toujours ce qui ne va pas. À l'hôpital, à l'école, à la poste. Mais les étrangers qui vivent en France, de longue date ou récemment, y compris des cadres, eux voient plutôt ce qui marche bien. Ils voient bien aussi nos défauts, la bureaucratie qui doit être morte. Je ne sais pas si le futur projet de loi résoudra ce problème. Mais quand même, l'école maternelle, et malgré les insuffisances de place, qui se comblent un peu, les crèches. Mais quand même, alors la SNCF est dans la concurrence, c'est plus un service public, mais enfin les trains français dans l'ensemble, ça marche plutôt bien. L'hôpital, depuis des dizaines d'années, nos amis et voisins anglais viennent se faire soigner en France. Ils n'ont jamais réussi à résoudre leurs problèmes de santé. Donc, cette qualité des services publics est un atout extraordinaire. Moi, j'ai été très touché par une phrase d'un Allemand, ami de Mme Merkel, qui était venu dans la catastrophe de l'avion Germanwings, qui s'est produite en plus dans mon département, où on a vu la solidarité d'ailleurs des habitants, et l'efficacité extraordinaire avec cette solidarité des secours et de l'organisation. Et cet Allemand a dit, les Français payent peut-être beaucoup d'impôts,
Mais aujourd'hui, j'ai compris à quoi ça sert. Et puis, autre atout, la natalité. Alors encore une fois, on ne va pas vers le milliard, ou même la centaine de millions de Français, mais c'est un signe. On continue à être, avec l'Irlande, un des 2 pays qui ont le plus d'enfants par femme, 1,92. Ça veut donc dire que si on fait des enfants, c'est qu'on ait confiance dans l'avenir quand même, malgré toutes les difficultés. Et ça reste à travers les années, les décennies. Et puis, autre atout qui est pas toujours connu, ni en France, ni à l'étranger, le militantisme associatif. Nous avons en France 16 millions de militants associatifs bénévoles, un quart de la population, et qui interviennent souvent pour remédier aux faiblesses des services publics, par manque de moyens, mais aussi pour des causes, pour des projets. Et au total, dans la réalité d'aujourd'hui de la France, on voit que les choses bougent. En 2016, l'économie française a créé 187 000 emplois, ce qui n'est jamais vu depuis 15 ans. Avec la politique du gouvernement du quinquennat précédent, et Dieu sait s'il a été critiqué, les marges des entreprises se sont redressées. Et c'était important. Alors, je vous conseille que ce n'est pas très sexy quand le gouvernement fait des politiques du genre crédit d'impôt, compétitivité, pacte de compétitivité. Tout le monde espère, et les chefs d'entreprise, pour être citoyens, pour faire plaisir, disent oui, oui, on va créer des emplois. En tout cas, si on ne peut pas créer des emplois, on va investir. Bon, ce qu'ils font quand ils peuvent et comme ils peuvent, en fonction de leur marché. Et dire, on a quand même réussi à reconstituer les marges des entreprises par rapport à celui qui est au chômage ou qui attend un investissement, encore une fois, c'est pas très sexy, mais c'est une base utile. Et autre point important, on dit souvent que la France est un pays de grévistes, de gréviculture. Les chiffres montrent que c'est pas si vrai que ça, mais ce qui est plus intéressant, et que j'ai vérifié moi dans des études récentes, c'est que l'intensité des grèves n'empêche pas du tout l'intensité des accords. Il se passe beaucoup d'accords. Et je vais prendre l'exemple de la CGT, qui est un syndicat souvent à la pointe de la contestation. Par exemple, au moment des emplois jeunes, la CGT s'est battue contre. C'est le départ de la réduction du temps de travail. La CGT a signé le plus d'accords. Et encore aujourd'hui, des accords compétitifs d'emploi qui sont très souvent signés par la CGT. Et dans l'application de la loi dite El Khomri et des ordonnances travail, la CGT sera au rendez-vous comme les autres. Pas par double langage, parce que là où ils pensent que c'est l'intérêt des salariés, ils le font. Donc ils se battent, ce qui est leur droit, ils crient, ils contestent, mais ils négocient, comme les autres, autant que les autres, parfois plus que les autres. Et puis, il y a quelque chose qui rejoint à nouveau la géopolitique, ce qu'on appelle depuis une dizaine d'années le soft power, qu'on n'est pas les seuls à voir, que beaucoup d'autres ont, et tant mieux, parce que ça fait bouger un peu les lignes, ça bouge un peu les rapports de force, ça ne fait pas que la loi du plus fort économiquement, militairement. Notre diplomatie, non alignée, on peut discuter, on n'est pas assez, on est trop ceci ou cela, mais enfin, un peu partout dans le monde, on sait que la France, même si elle est alliée des États-Unis d'Amérique, ça n'est pas les États-Unis d'Amérique, et on en a eu un exemple extraordinaire avec quelqu'un qui devait venir, mais qui va bientôt venir ici, Dominique de Villepin, son magnifique discours à l'ONU pour dire pourquoi la France ne ferait pas la guerre en Irak. La langue et la culture, qui sont partagées et répandues dans le monde, la qualité de la vie, qui est reconnue par des gens qui, quand ils viennent en France, même si on n'est pas toujours formidable au niveau de l'accueil, l'art de vivre, dans toutes ses dimensions, le loisir, l'amitié, le rire, la bouffe, le vin, et puis la patrie de la Révolution française et des droits de l'homme. Alors certains un peu méchants disent la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, elle est la patrie de la Déclaration des droits de l'homme. Montrer qu'on a encore des progrès à faire. Mais quand même, ça pèse dans le monde entier. Moi, j'ai été très impressionné quand j'ai commencé à avoir des responsabilités auprès de François Mitterrand, puis comme ministre, de voir combien, pour des tas de gens dans le monde, dans tous les continents, de cultures différentes, de religions différentes, de couches sociales différentes, Victor Hugo, la Révolution, les droits de l'homme. Ça pèse. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter des produits français s'ils sont plus mauvais que les autres. Mais ça veut dire que la France est un peu plus que ce qu'elle paraît être, et au fond, c'est peut-être son principal atout. La France n'est pas seulement un territoire, c'est aussi une idée. Merci.